Bonjour à tous, j'espère que vous allez toujours aussi bien. Alors ça y est, vos profs sont des youtubeuses pros et il manque toujours un monteur de vidéos pour gagner en dynamisme, je sais, sans parler d'un micro et d'une caméra. Mais rien ne vous empêche de nous envoyer des dons pour qu'on puisse investir. Je vous rappelle de bien vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour que vous receviez des notifications à chaque nouvelle vidéo et que nous ne soyons pas obligés de vous envoyer des mails à chaque fois. Et d'ailleurs, sachez qu'avec YouTube, on voit tout et vous êtes actuellement seulement 14 abonnés. Et c'est super triste. Voilà, on y met toute notre passion de prof dans ces vidéos, vous savez. Bon, allez, trêve de bavardage et de mignardise, le cours commence. Donc, je vais être tout à fait honnête avec vous, je n'ai pas lu le Decameron, qu'on prononce Decameron en italien, mais j'ai rien lu de Boccace d'ailleurs. Mais ma fabuleuse culture générale et un peu de Wikipédia me permettent d'avoir quelques notions sur le sujet. Alors je trouve le choix de Sylvie très judicieux car il fait parfaitement écho à ce que nous vivons pour le moment. Boccace a vécu la grande peste noire en Italie en 1348 et c'était un carnage. La population de l'Italie a été réduite du tiers en seulement 2 ans. Et donc, au risque de répéter ce que Sylvie a déjà dit, Boccace écrit ce livre qui raconte comment des riches florentins partent s'enfermer dans une grande villa à la campagne durant la peste noire. Pour s'occuper, ils ont le projet de se raconter des histoires. Le Decameron est donc un recueil de 100 nouvelles différentes traitant de sujets divers. Mais du coup, si je n'ai pas lu le Decameron, de quoi vais-je bien vous parler durant 15 minutes? Eh bien, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est la nécessité de l'art, de la culture pour vivre d'une part, et la nature créatrice de l'homme de l'autre. Nous considérons comme utile tout ce qui correspond à la satisfaction d'un besoin. Les outils, les machines, le commerce, l'argent sont utiles, personne n'en doute. Mais qu'en est-il de l'art? A priori, l'art ne semble pas être utile, elle ne remplit pas un besoin de première nécessité pour vivre. C'est juste une forme de luxe, on pourrait donc dire que l'art ne sert à rien. Or, dès qu'il y a de l'homme, il y a de l'art. Un des traits les plus caractéristiques de l'homme, c'est son besoin d'art. Depuis les hommes des cavernes, on retrouve des traces de cette volonté de faire du beau, une notion toute relative, mais que ce soit dans les peintures rupestres ou sur les outils qu'ils décoraient, ou même dans les bijoux qu'ils portaient. Lorsqu'un lieu, par exemple, n'est que fonctionnel, il est très rapidement déprimant ou angoissant. C'est l'un des problèmes des cités. Et imaginons maintenant qu'en cette période de confinement, que disparaissent le cinéma, les livres et surtout la musique, on deviendrait tous fous. Donc, si l'art peut manquer à l'homme de façon aussi violente, c'est qu'il en a profondément besoin. Et si nous revenons à notre définition du début, à savoir que ce qui est utile, c'est ce qui correspond à la satisfaction de nos besoins, alors l'art est utile. Le besoin d'art, c'est le besoin d'élévation spirituelle. Nietzsche disait: l'art est rien que l'art, c'est lui qui nous permet de vivre, qui nous persuade de vivre, qui nous stimule de vivre. Et c'est ce que font les personnes du Decameron de Boccace. La mort est partout autour d'eux et ils décident de vivre en se racontant des histoires. Et ils tiennent le coup grâce à la pulsion d'art. C'est cette pulsion de vie. L'autre réflexion que je voulais partager avec vous et qui découle directement de ce besoin humain d'art tourne autour de la puissance créatrice de l'homme. Depuis le début du confinement, j'ai vu passer sur YouTube une flopée de vidéos pour m'apprendre à faire des masques, du pain, à peindre, à faire de la guitare, à décorer mes chaussures. Et j'ai été joyeusement surprise par toute cette créativité qui ressortait de ces vidéos, qui me donnait également l'envie de faire et de créer. Quand les personnages de Decameron se retrouvent dans la villa, ils créent également des histoires. Il n'est pas juste question de consommer de l'art, mais bien d'en sortir de nous. Et je me suis replongée dans un travail que j'avais réalisé lors de mes études en didactique à l'IAD. J'avais beaucoup réfléchi sur la présence, ou plutôt l'absence de valorisation de la créativité à l'école. Et je voulais vous partager ces réflexions avec vous.
Donc, un de mes profs de l'époque, à l'IAD, nous avait fait voir la vidéo TED de Sir Ken Robinson. C'est un expert en éducation. Et je vous mets la vidéo dans la playlist pour que vous puissiez la voir. Je suis tombée amoureuse de ses idées et j'ai lu tous ses livres en anglais. Donc Ken Robinson dit ceci: je crois passionnément que nous naissons tous avec des capacités naturelles énormes et que nous perdons contact avec la plupart alors que nous passons plus de temps dans le monde. Et ironiquement, la raison principale qui nous fait oublier ces capacités exceptionnelles, c'est l'éducation. Mais d'abord, c'est quoi être créatif? Alors là, ça devient un peu technique, on s'accroche. On distingue trois idées liées. Il y a l'imagination, qui est le processus permettant d'apporter à notre pensée des choses que nos sens ne perçoivent pas. La créativité, qui est le processus permettant de développer des idées originales qui ont de la valeur, c'est une notion importante. Et l'innovation, qui est le processus permettant de mettre en pratique des idées nouvelles. Chacune de ces notions se superpose les unes sur les autres. La créativité nécessite une idée originale, ce qui demande de faire fonctionner son imaginaire, et l'innovation nécessite une idée créative à mettre en pratique. Un autre point important de la créativité est qu'elle n'est pas seulement un processus pour générer des idées. Elle implique un jugement de celles-ci. Les idées doivent avoir de la valeur. Le processus implique donc d'entrer dans les détails de l'idée initiale, de la tester et peut-être de la rejeter. La créativité implique l'erreur. Albert Einstein disait: celui qui n'a jamais commis d'erreur n'a jamais essayé quelque chose de nouveau. Ken Robinson précise de façon très pertinente: je ne dis pas que se tromper est la même chose qu'être créatif, mais si vous n'êtes pas préparé à vous tromper, il est peu probable que vous arriviez à quelque chose d'original. Il est également intéressant de noter qu'être créatif implique toujours de faire quelque chose. On n'est pas créatif dans l'absolu, on est créatif dans quelque chose. En mathématiques, en musique, en sciences, en business, ou en peinture, ou en théâtre. Cela implique la présence partout dans le monde d'une multitude de talents. Pour Ken Robinson, tous les enfants naissent talentueux et extrêmement imaginatifs. Mais la plupart d'entre eux perdent leur confiance en leur imagination en grandissant et bloquent alors leur créativité. L'idéal serait que chacun puisse trouver ce que Ken Robinson appelle son élément. C'est l'endroit où les choses que nous aimons et les choses dans lesquelles nous sommes bons se réunissent. Cependant, on continue de remarquer le malaise de l'école par rapport aux activités créatrices. L'une des raisons pour lesquelles certaines personnes s'inquiètent de la présence d'activités créatrices à l'école, c'est parce qu'elles sont parfois associées à la libre expression. Les gens imaginent des enfants courant partout comme des animaux, en cassant tout sur leur passage, plutôt qu'en train de travailler sérieusement. Alors, il est vrai que l'imagination et le plaisir sont intimement liés. Mais la créativité, c'est également travailler très précisément sur une idée ou un projet. On cherche sans cesse le meilleur, tout en aiguisant son esprit critique, jusqu'à trouver ce qui marche le mieux et pourquoi. Et puis, comment évaluer la créativité? Comment mettre des points? Comment dire qui est le meilleur et le moins bon en créativité? Le besoin de classer les élèves reste trop présent dans l'enseignement pour ouvrir sa porte à la créativité. Une autre raison du malaise de l'école par rapport à la créativité, c'est qu'elle n'en a pas encore totalement saisi la nécessité dans le milieu professionnel. En effet, c'est la montée de l'industrialisation qui a influencé la structure de l'école. Tout doit être précis, régulier, et c'est seulement en suivant le droit chemin donné par le système qu'on sera éduqué et préparé au monde de l'emploi. La raison est au centre de ce système, et son moteur, c'est la standardisation. C'est à ce moment-là qu'on peut voir apparaître un mépris envers certaines matières créatrices qui n'impliquent pas d'avoir vrai ou faux. Cependant, ces temps ont changé et il y a de plus en plus de gens diplômés et ce diplôme n'assure pas un emploi. Ce qu'il faut actuellement, ce sont des jeunes créateurs d'emplois, de sociétés, de services et de nouvelles opportunités. Au théâtre, par exemple, c'est la créativité d'un auteur et d'un metteur en scène qui engendre une multitude d'emplois et donc de revenus, du scénographe au technicien, au chargé de diffusion, jusqu'à l'ouvreur du théâtre. Faire preuve de créativité est et sera de plus en plus
utile à la société. Alors, continuez à oser proposer des idées, continuez à vous lancer dans des projets, à faire des vidéos sans montage sur YouTube. Vous allez vous planter parfois, mais c'est tout le processus de création que vous devez oser relancer encore et encore jusqu'à trouver votre élément. Et je terminerai par citer Antoine de Saint-Exupéry dans Notes de guerre. Quand on sollicite la création, l'homme devient créateur. Si vous désirez des sculpteurs, accordez-nous la foi et des cathédrales à bâtir. Vous verrez combien de sculpteurs dormaient au cœur des peuples. Mais vous fondez des bourses de sculpteurs pour favoriser les sculpteurs. Vous fabriquez des couveuses à sculpteurs. Vous croyez qu'on cultive l'homme par la qualité de la nourriture? On le cultive en sollicitant sa création. Alors il s'épanouit, il mue, il crève la chrysalide.